licence en physique quantique, donc je vais me contenter de faire un petit tour des ordinateurs quantiques. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi on en a besoin. Donc, pour commencer, pourquoi a-t-on besoin d'ordinateurs quantiques? Donc, d'après la deuxième loi de Moore, tous les 2 ans, le nombre d'ordinateurs, le nombre de transistors dans les microprocesseurs double. Ça veut aussi dire que chaque année, ils sont de plus en plus petits et de plus en plus denses. Cette règle est vérifiée depuis 1959, avec les premières plaques en silicone, même si ça ne s'appelait pas encore microprocesseur. Aujourd'hui, on en est à 15 millions de transistors sur un microprocesseur, avec une taille de 14 nanomètres. On a de plus en plus de problèmes. Ces problèmes-là, ils arrivent avec le mur, The Wall. Premier problème, quand on arrive devant The Wall, c'est les coûts de fabrication, qui étaient censés rester linéaires et qui deviennent exponentiels. Le problème, c'est qu'on arrive avec des échelles de plus en plus petites, donc avec la technologie de gravure actuelle, avec des ondes électromagnétiques, on est obligé de balancer des rayons X pour graver des microprocesseurs. Et comme tout le monde le sait, les rayons X sont assez durs à manipuler, pas forcément très précis. Deuxième point, on ne peut pas descendre en dessous. À un certain point, à 8 nanomètres à peu près, on ne peut plus descendre. En fait, si on descend, on rentre trop proche de l'atome. 8 nanomètres, c'est à peu près 4 atomes. 4 atomes, lorsqu'on les dépasse, on a des effets quantiques pour modifier les valeurs, qui vont rendre un petit peu trop probabilistes les résultats, avec une théorie déterministe, ce qui n'est pas forcément super cool. Non. Comment on va utiliser cette théorie quantique qui nous gêne pour développer une autre technologie? Premièrement, les qubits. Qu'est-ce que c'est qu'un qubit? Un bit, sauf qu'il est quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un bit? C'est quelque chose qui peut prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1, qui est déterminée et qu'on peut changer avec une instruction. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est quantique? C'est quelque chose qui peut être dans plusieurs états contradictoires superposés. Reprenons le chat Schrödinger, il arrivait à être mort et vivant en même temps. C'est pareil avec un qubit. Il est à la fois sur 0 et à la fois sur 1. On peut l'exprimer avec une équation. On peut avoir la valeur du qubit qui est alpha quête 0 et bêta quête 1, avec alpha et bêta des coefficients complexes. Je vais essayer de vous épargner la majeure partie des équations. Donc on va arrêter avec les équations là. On va se contenter des termes techniques. Deuxième problème avec les qubits, problème ou avantage, lorsqu'on lit une valeur d'un qubit, on la fixe. Comme le chat Schrödinger, lorsqu'on ouvre la boîte, qu'on regarde si le chat est vivant ou mort, il est l'un des deux, il n'est plus les deux, et c'est plus réversible. Il faut réinitialiser, refaire une autre expérience pour avoir un autre résultat aléatoire. Pour calculer la probabilité, enfin pour le résultat de ce qubit lorsqu'on le mesure, on va voir les probabilités de la valeur absolue de A et la valeur de alpha et de la valeur absolue de bêta au carré, pour les probabilités de quête 0 et de quête 1. Ces valeurs-là, on ne peut pas les avoir. Il n'y a aucun moyen de les avoir. Si on fait une expérience, on détruit cette valeur. Et du coup, on perd les alpha et bêta. On peut faire une seule expérience, donc alpha et bêta, oubliez, on ne peut pas les avoir. On peut servir dans les équations. J'avais préparé un petit schéma, mais ça rend super mal sur le vidéoprojecteur. Donc comme vous pouvez sans doute ne pas le voir, vous avez une représentation sphérique d'un qubit. Donc c'est un cercle avec en son sommet quête 1 et en bas quête 0. Et les projeter sur trois vecteurs qui peuvent être obtenus à partir de alpha et bêta. Ça donne un petit peu plus une idée sur la complexité d'un quantum. C'est pas seulement un 0 ou un 1, mais une infinité de possibilités dues à ces deux caractères, dues à son caractère aléatoire.
Et maintenant, comment on va utiliser ça? On a une unité et aléatoire. On ne peut pas mesurer sans destruction. Donc comment on utilise ça? Donc on a dit un qubit, ça a 2 états. 2 qubits assemblés, ça a 4 états. 4 0 0, 4 0 0, 4 0 1, 4 1 0 et 4 1 1. Si on continue comme ça, on va arriver avec la mesure de n éléments qui nous découvre 2 puissance n possibilités. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rajoute un qubit, on obtient 2 fois plus de résultats avec une seule analyse, avec un seul cycle. Donc on a une complexité, enfin une puissance de calcul exponentielle en fonction du nombre de qubits. Pourquoi on n'utilise pas encore ça? Puisqu'après tout, ça a l'air sympa, ça dépasse les limites qu'on a déjà, ça a une complexité bien plus intéressante. Alors pourquoi on ne l'utilise pas déjà? L'avantage, je vous ai dit, il y a un parallélisme dans le calcul. Si on calcule sur n valeurs, il va y avoir 2 puissance n calculs qui vont s'effectuer. Et exponentiellement plus efficace, et encore plus petit que les transistors. Le problème, c'est que l'algorithmie classique, l'algorithmie qu'on utilise tous, ne marche pas en quantique. On ne peut pas appliquer une affectation de variables, une mesure ou autre sans destruction. On va donc avoir la lecture des valeurs qui va être impossible. On va avoir la copie des valeurs qui va être impossible, puisqu'après tout, si on copie une valeur, on peut analyser les coefficients sur l'autre valeur, et du coup on détermine la première. On a dit que c'était pas possible. Traduction si on fait ça. Et les calculs ne sont pas forcément des plus simples quand on n'a pas vraiment d'opérateurs. Parce que là, on recommence une nouvelle technologie. Donc les opérateurs classiques, tous les composants qu'on connaît, on peut les oublier. Donc on n'a plus nos algorithmes qu'on connaît, on ne peut plus les utiliser. Il faut refaire tous les algorithmes depuis le début. C'est faisable. On ne sait pas encore si l'intégralité des algorithmes sont réalisables en quantique. Pour l'instant, on utilise juste le quantique dans un contexte d'un ordinateur classique pour effectuer des calculs précis qu'on a réussi à modéliser. On n'a pas encore démontré qu'on était capable de faire tous les calculs. Je vais vous présenter 2 calculs qui existent déjà. Donc l'algorithme de Deutsch-Josta, excusez-moi pour torcher. C'est pour vérifier si une fonction est équilibrée ou constante. C'est-à-dire qu'elle va prendre en paramètre n qubits, qui prennent pour valeur donc 0 ou 1, et va renvoyer vrai si la probabilité de la fonction d'obtenir 0 est égale à la probabilité d'obtenir 1, ou si la valeur de la fonction est constante. On ne connaît absolument pas la fonction. On n'étudie absolument rien d'autre. C'est la limite du quantique. Lorsqu'on fait une mesure, on détruit tout. Dans un ordinateur classique, cette opération-là, enfin cet algorithme-là, a une complexité de 2n, enfin de grand O de n, avec 2 puissance n-1 essais sur la fonction pour savoir si elle est équilibrée ou constante. Alors qu'avec un ordinateur quantique, on lance la fonction une seule fois. Et ça suffit à savoir si elle est équilibrée ou si elle est constante. Par contre, on détruit la fonction. On détruit les données en entrée. Il faut recommencer un autre calcul si on veut faire une autre mesure. Problème du quantique. Lorsqu'on mesure quelque chose, on le détruit. Algorithme de Shor. Pour factoriser un entier, développement de facteur premier. Pour un ordinateur classique, on ne connaît pas réellement la complexité, ça dépend du nombre, ça dépend de l'algorithme utilisé, ça dépend de beaucoup de choses, et pas forcément du polynomial comme on l'aime. Alors qu'avec un ordinateur quantique, on en a juste pour log n puissance 3.
C'est du polynomial comme on l'aime. Vraiment pas très compliqué. Vraiment un avantage énorme qui a fait que la technologie des ordinateurs quantiques est devenue intéressante. En fait, c'est le premier algorithme qui a mis en valeur la technologie des ordinateurs quantiques, puisque jusqu'alors, tout ce qu'on a essayé de faire, c'était de recopier la technologie qui existe déjà, la modéliser autrement, juste pour avoir une réduction de la taille des transistors, sans essayer d'avoir une amélioration. Et là, c'est chose faite. On sait qu'avec le quantique, on peut faire des choses bien plus intéressantes qu'avec des composants classiques. Ce sera tout pour ce survol des ordinateurs quantiques. J'espère que j'ai pu un petit peu vous éclairer sur ce que c'était, pourquoi on s'y intéressait et pourquoi ça va devenir de plus en plus important dans le développement. Puisque je vous l'ai dit, on est à 14 nanomètres sur les transistors actuels. On ne va pas pouvoir passer en dessous de 8. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Tu peux passer. En fait, juste, comment ça marche? C'est un peu de la magie noire. C'est beaucoup de simplification de calcul. Le premier algorithme, l'algorithme de Shosha, la démonstration fait environ 20 lignes avec des complexes, des probabilités et tout un tas de simplifications. Elle a été simplifiée pendant 2 ans, ce qui permet de faire une égalité entre deux valeurs. Une égalité, 2 ans de simplification. Je vous les ai pas posés là, parce que même moi, j'y comprenais rien. Ok. Une autre question, rapidement. Ouais, alors, juste, dès qu'on lit les valeurs qu'on utilise, on les détruit, en quelque sorte, mais pourquoi on fait pas... par exemple, on effectue une fonction, on lit la valeur, et ensuite, du coup, on refait une autre fonction, en fait. Et en fait, à chaque fois, on détruit la valeur, et on refait d'autres fonctions pour avancer. Le souci, c'est que lorsque tu exécutes une fonction, tu vas détruire le paramètre d'entrée. Ce qu'on veut analyser, c'est le paramètre d'entrée. On ne peut pas relancer la fonction sur un autre paramètre. Il faut réinitialiser un autre paramètre. Donc si tu veux t'intéresser au paramètre, tu ne peux pas. Si tu veux t'intéresser à la fonction, tu recrées tous les paramètres possibles. Merci. On va peut-être s'arrêter là pour les questions, parce qu'il va falloir qu'on avance. Il y a encore 4 talks, sauf si quelqu'un a vraiment une autre question rapide. Non? Ouais, Thomas? On a le temps? Ok. Hello, merci pour le talk déjà. Et est-ce que tu as regardé si on avait des modèles de calcul du genre machine de Turing ou trucs comme ça adaptés à ce genre de technologie justement pour pouvoir faire les preuves sur est-ce que tous les problèmes qui sont dans telle classe de problèmes on peut les faire avec un ordi quantique ou ce genre de choses? Alors il y a déjà un début de théorie pour des machines de Turing. Ça n'a pas encore abouti. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. On aura sans doute un jour une réponse parce que de toute façon on n'a pas le choix, on va rester bloqué sur la technologie actuelle sinon. C'est en cours de recherche. Pour l'instant, on a les portes logiques. Va voir nos talks précédents en cliquant sur les petites vignettes. N'hésite pas également à t'abonner et à nous retrouver sur learn.attila.org. A bientôt.